Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à coder votre propre bot de trading. Et ça, même si vous n'avez jamais codé de votre vie et que vous êtes complètement débutant. Vous allez peut-être me dire quel est l'intérêt de savoir faire ça. Désormais, il existe plein d'outils disponibles. Alors, c'est vrai, mais disons que ça a pas mal d'inconvénients. Les bots commerciaux, ils sont souvent payants, avec des abonnements mensuels ou des frais de performance. Donc, si tu crées le tien, tu vas économiser de l'argent que tu vas pouvoir réinvestir ailleurs. Faut aussi faire attention parce qu'il y a pas mal d'arnaques où tu vas te retrouver à utiliser des services douteux, voire à partager tes clés API ou d'autres données sensibles, qui fait que certaines personnes ont malheureusement perdu tout leur argent. Et enfin, dernier argument, si tu utilises un bot tiers, tu sais pas forcément vraiment comment il fonctionne, ni s'il exploite vraiment les meilleures opportunités. Bref, tout ça pour vous dire que savoir coder son propre bot de trading, c'est quand même vachement mieux. D'ailleurs, si tu te demandes pourquoi on réalise cette vidéo, nous, à la nouvelle école, on n'est clairement pas des traders. Cette vidéo, c'est en aucun cas un conseil en investissement. Nous, à la nouvelle école, on forme en individuel et en groupe à la programmation sur Python. Python, c'est un langage de programmation ultra polyvalent. Tu peux à la fois faire comme ici un bot de trading, mais tu peux aussi faire de l'IA, de l'automatisation de tâches, etc. Et nous, l'objectif en tout cas, c'est qu'on t'attribue un formateur et qu'à la fin, tu sois autonome dans tes projets. Si tout ça t'intéresse, sache que c'est une formation qui est reconnue par l'État, certifiante, finançable et qu'on est actuellement noté 5 étoiles sur Google par tous nos anciens élèves. Je te mets le lien en description si ça t'intéresse, mais tu peux évidemment nous appeler. Allez, on attaque tout ça. Bon, la première étape, c'est évidemment de télécharger Python. Pour ça, rendez-vous sur python.org, puis vous cliquez juste là sur Download. Et vous téléchargez évidemment la version qui correspond à votre ordinateur, que vous ayez un Mac ou un Windows. Une fois téléchargé, vous acceptez les conditions générales. Et attention, si vous êtes sur Windows, cochez bien la case Add Python to Pass, avant de cliquer sur Install Now. Une fois téléchargé, vous pouvez ouvrir votre terminal et écrire Python 3 espace version. Si vous avez correctement installé Python, vous allez voir apparaître la version de Python que vous avez téléchargée. Là, c'est génial, vous avez actuellement sur votre ordinateur le langage de programmation le plus puissant au monde. Ensuite, je vais vous demander de télécharger Visual Studio Code. C'est un éditeur de code, un peu comme un Word, mais pour faire de la programmation. Pour ça, vous allez sur ce site, code.visualstudio.com, et encore une fois, vous téléchargez la bonne version, Mac ou Windows. Une fois le logiciel téléchargé, vous l'ouvrez et vous allez dans Extensions et vous téléchargez ces trois extensions, Python, PyLance et Python Debugger. Ok, on y est presque. Maintenant, on va télécharger ce qu'on appelle des bibliothèques. Les bibliothèques, c'est vraiment ça qui fait la force de Python. Il en existe des milliers et c'est en quelque sorte une boîte à outils où d'autres personnes ont déjà codé des fonctions que vous allez pouvoir réutiliser dans votre code. Ça va donc vous permettre d'être beaucoup plus efficace et de gagner du temps. Il y a des bibliothèques pour l'intelligence artificielle, des bibliothèques pour le scrapping de données ou ce qui nous intéresse dans notre cas pour le trading. Pour pouvoir télécharger ces bibliothèques, vous allez dans votre terminal et là on va devoir vérifier que vous possédez bien Pipe Install. Pipe Install, c'est un outil pour télécharger automatiquement justement ces bibliothèques. Normalement aujourd'hui par défaut, si vous avez les dernières versions de Python, vous devriez l'avoir, mais dans le doute, vous écrivez Python 3 espace -m espace pipe espace install espace upgrade espace pipe. Cette ligne, elle signifie tout simplement que vous téléchargez Pipe Install et vous vous assurez d'avoir la dernière version de ce dernier. Ensuite, on n'a plus qu'à télécharger les bibliothèques. Je vous les présenterai plus tard en détail et quelle est l'utilité de toutes ces bibliothèques. Mais peut-être pour ceux qui ont déjà fait de la programmation sur Python, des noms vous paraîtront familiers. Et pour les télécharger, vous écrivez -m espace pipe espace install. Puis, on va écrire le nom des bibliothèques. Nous, on va écrire Python-Binance. C'est une bibliothèque qui va nous permettre de nous connecter à Binance et ensuite d'exécuter nos ordres. On va aussi télécharger Panda. Ça va nous permettre de manipuler et d'analyser les données du marché. Et la dernière bibliothèque TAS, ça va nous permettre d'avoir des indicateurs techniques comme le RSI. Alors ici, on n'est pas du tout sur un cours de finance. Moi, je vous apprends à coder. Mais évidemment, si vous faites un bot de trading, il faut quand même avoir quelques petites notions. Et le RSI, par exemple, c'est un indicateur qui va nous permettre d'analyser s'il y a un surachat ou une survente sur notre marché. Bref, en tout cas, une fois que vous avez fait tout ça, vous cliquez sur Entrée. Et maintenant, la dernière étape, c'est qu'on va devoir connecter évidemment notre bot de trading à un exchange. Donc, un exchange, c'est une place de marché où notre robot il va pouvoir acheter et vendre. Il en existe évidemment des tas. Nous, dans cette vidéo, vous l'avez compris, on va utiliser Binance. Il y a deux raisons à ça. La numéro 1, c'est une plateforme très reconnue. Et la numéro 2, leurs API sont assez simples à utiliser. Mais évidemment, tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo sera applicable si vous utilisez un autre exchange. Ne vous inquiétez pas. Donc, si vous prenez le parti pris d'utiliser Binance comme ce que je vais faire dans cette vidéo, je vous invite à créer votre compte, à ajouter une petite somme d'argent. Attention, encore une fois, c'est pas un conseil en investissement.
Dites-vous bien que le but ici, c'est pas de gagner de l'argent, mais au moins de vous apprendre à créer votre propre bot. Puis une fois que vous avez créé et validé votre compte, vous pouvez aller sur votre profil, puis vous cliquez sur compte, gestion des API et créer une API. Et vous autorisez votre API à effectuer des opérations et donc pas simplement de la lecture de données. Vous pouvez aussi paramétrer pour des questions de sécurité que votre robot ne peut fonctionner que sur votre propre IP. Donc là, pour trouver votre IP, vous allez ici sur Internet, vous créez votre API et vous gardez très précieusement et secrètement ces données. Ok, maintenant on a tous les outils pour créer notre bot de trading. On va maintenant pouvoir devenir riche. Non, je plaisante, ne vous enflammez pas. Et on va rentrer dans le dur de la vidéo, la programmation de ce dernier. Allez, on attaque. Ok, donc première chose à faire, on va créer un dossier. Donc pour rappel, moi je suis sur Mac. Ce dossier, je vais le mettre sur mon bureau et je vais l'appeler robot. Donc vous voyez mon petit dossier. J'ouvre ensuite Visual Studio Code. Et dans Visual Studio Code, je fais ouvrir. Donc je vais déjà mettre en grand. Je fais ouvrir, bureau. J'ouvre mon dossier robot. Et là, à l'intérieur, je vais créer un fichier Python que je vais appeler robot.py. Donc en soi, vous pouvez évidemment appeler votre robot comme vous le souhaitez. Par contre, ce qui est obligatoire, c'est de mettre .py à la fin. Ça signifie que vous êtes sur un dossier Python. Un peu comme .pdf, on comprend qu'on est sur un PDF. On va ensuite s'amuser à télécharger les bibliothèques que je vous ai fait importer tout à l'heure. Donc import time. Là, cette bibliothèque, elle nous permet de gérer les pauses et les délais dans notre script. Par exemple, on veut que notre robot se lance toutes les heures pour analyser le marché. Bah, c'est avec cette bibliothèque qu'on va procéder. Ensuite, on va import panda as pd. Donc là, panda, c'est une bibliothèque qui va nous permettre de manipuler des jeux de données. Elle nous permet notamment de stocker, filtrer et analyser les prix de notre marché. Je vous fais un petit exemple. Par exemple, si j'écris data égale entre crochets, comme ceci, entre guillemets, prix, 2 points, et là j'écris 45,47 ou 48, et j'écris 49, comme ceci, et j'écris ensuite df égale pd, donc la bibliothèque panda, data frame, comme ceci, entre parenthèses data, et que je demande d'afficher le contenu df, donc je fais print df, je sauvegarde, j'ouvre mon terminal, voilà, qui est ici, et je fais play. Vous voyez, ça m'affiche comme ceci, en fait, mes données, de manière claire. Donc je supprime ça, c'était vraiment un exemple. On continue à importer des bibliothèques, on va importer ta. Donc ta, c'est une bibliothèque qui permet d'utiliser des indicateurs techniques, donc des indicateurs du monde de la finance, notamment les moyennes mobiles ou les RSI. Ensuite, j'écris from Binance, parce que pour rappel, c'est la plateforme qu'on va utiliser dans cette vidéo, .client, import client. Là, ça nous permet donc de nous connecter à Binance et d'exécuter des ordres d'achat et de vente. Et enfin, c'est presque fini, dernière bibliothèque à importer, from Binance, .enums, import, comme ceci. Là, cette ligne-là, elle nous permet d'importer toutes les constantes utilisées par Binance. Par exemple, under, type market, c'est ordre de marché. Order type limited, c'est ordre limité. Side buy, c'est un achat. Side sell, c'est une vente, etc. Donc là, maintenant, on va configurer notre bot en mettant notre API. Donc cette API, cette clé API, c'est vous seul et vous seul qui doit la posséder. Ne la partagez à personne, hein, sinon les gens vont pouvoir voler votre portefeuille Binance. Donc j'écris ma clé API. Là, vous copiez-collez la vôtre. Hein. Je ne vous la montre pas à l'écran parce que ma clé est évidemment secrète. Et ensuite, j'écris API secret. Et là, pareil, vous mettez votre clé secrète. Votre clé. Ça, ce sont vos clés d'identification qui vous permettent à votre bot et à vous de vous connecter à Binance. Attention, attention, ne jamais partager ces clés. Elles permettent d'accéder à votre compte personnel Binance. Si on vous les vole, on peut récupérer vos fonds. Après, je vais donc me connecter à Binance. Donc pour ça, j'écris client égale client, entre parenthèses, API key, virgule, API secret. Cette ligne crée un objet client qui va nous permettre d'interagir avec Binance.
notamment pour récupérer les prix du marché, exécuter des ordres d'achat-vente ou encore gérer notre portefeuille crypto. Génial, maintenant on peut attaquer notre code. Donc pour paramétrer notre bot, on va écrire symbole égale entre guillemets BTC heure. Ça veut dire qu'on va trader des bitcoins en euros. Si par exemple vous voulez trader des bitcoins en dollars, vous écrivez BTC USDT. Évidemment, il y en a tout plein. Ensuite, on va indiquer la quantité de bitcoins qu'on va vouloir trader. Donc là, faites attention à ne pas vous tromper. Donc moi, je vais mettre 1. Non, je plaisante. Je vais mettre 0,001 BTC. Là, à l'heure où je tourne cette vidéo, ça représente en gros... là, à l'heure où je tourne cette vidéo, ça représente environ 10 euros. Donc c'est la quantité à chaque fois de Bitcoin que je vais acheter et vendre. Et ensuite, j'écris time frame égale client.client interval. Et moi, je vais mettre 1 hours, comme ceci. Là, je pense que vous l'avez deviné, ça va nous permettre de définir l'intervalle de temps entre nos bougies. Ici, c'est 1 heure. La limite, on va mettre limite égale 50. Donc c'est le nombre de bougies. Donc là, c'est le nombre de bougies historiques récupérées pour votre analyse. Donc pour rappel, les bougies, c'est ceci. Là, tu peux mettre un graphe avec les trucs rouges et les trucs verts là. Et ensuite, je vais mettre sleep-du-bas time égale 60 fois 60. Et là, c'est la pause entre chaque analyse du bot. Donc 1 heure. Je m'arrête ici donc pour les paramètres du bot. Vous voyez, ils sont quand même assez simples. Évidemment, après, vous pouvez rentrer dans la complexité. Là, moi, je vous apprends simplement à créer votre premier bot. Maintenant, dans cette partie du code, on va appeler getMarketData. Ça va nous servir à récupérer les données du marché, genre le prix du Bitcoin, l'Ethereum, etc. Ça, on les récolte directement grâce à l'API de Binance. Puis, on va les organiser sous forme de tableau avec un data frame Panda pour les analyser plus facilement. Donc, j'écris def get-market-data, entre parenthèses, symbole, timeframe, limite. Symbole, c'est donc l'actif du trade. Donc dans notre cas, on va trader du Bitcoin en euros. Donc c'est BTC heure, donc EUR. Timeframe, c'est l'intervalle de temps des bougies. Et limite, c'est le nombre de bougies. Ensuite, on va écrire une ligne qui envoie une requête à l'API de Binance pour récupérer les dernières bougies OHLCV. Donc une bougie OHLCV, ça contient 5 infos principales. Le O, c'est pour Open, ça signifie le prix de l'ouverture. Le height, ça signifie le prix le plus haut atteint. Le L, donc c'est low, c'est pour le prix le plus bas atteint. Le C, c'est pour close, ce qui signifie le prix de la clôture. Et le V, c'est le volume de quantité échangée. J'écris donc client égale client.get-client, entre parenthèses, symbole égale symbole, virgule intervalle égale time frame, virgule, limite égale limite. Et là, si je demande de m'afficher les données avec une limite d'égale 3, donc je vous rappelle, la limite là on est à 50, donc 3 ça signifie les 3 dernières bougies, j'obtiens ce type de résultat. Donc vous voyez la première bougie, la deuxième bougie, la troisième bougie. Chaque nombre représente une information d'OHLCV. Maintenant, on va convertir les données en un data frame Panda grâce à DataFrame. On aura un tableau de données bien plus structuré, beaucoup plus facile à lire et donc à analyser qu'une liste brute. J'écris donc df égale pd.data, entre parenthèses, client, virgule, colonne, entre crochets, virgule, time, virgule, open, virgule, height, virgule, low, virgule, close, virgule, volume. Et ensuite, je vais écrire 6 fois la même chose, donc virgule, guillemets, tiré du bas. Et ça, je reprends ça pour l'écrire 6 fois. Donc 2, 3, 4, 5, 6. Et vous vous demandez peut-être pourquoi j'écris ceci.
Tout simplement pour indiquer des colonnes vides. Car en réalité, Binance, il va nous retourner 12 colonnes de données. Et là, nous, on n'en utilise que 6. Donc, time spent, open, height, low, close, volume. Les autres colonnes, non pas qu'elles ne sont pas utiles. Si vous souhaitez justement développer un bot vraiment poussé, faut utiliser toutes les données à votre portée. Mais là, je vous rappelle qu'on commence simplement par faire un bot simple. Donc nous, on va importer les 6 premières qui sont les plus importantes. Maintenant, je vous invite à convertir les données en time spent en format lisible, car le time spent renvoyé par Binance, c'est en millisecondes Unix. Donc je vous mets un exemple à quoi ça ressemble. C'est clairement super compliqué à lire. Nous, on va plutôt convertir tout ça en format date lisible avec les années, les mois, les jours, suivis des heures, des minutes, des secondes. Ok ? J'écris donc df entre crochets, entre guillemets, time égale pd.to tiré du bas data time entre parenthèses df entre crochets timestamp virgule unit égale ms. Là, je vous invite souvent à regarder dans votre terminal les problèmes pour voir s'il n'y a pas des choses qui clochent dans notre code. Et là, vous voyez qu'à la ligne 20, j'ai oublié juste là les 2 points. Cette ligne-là, ça va nous convertir par exemple ce chiffre-là en cette date qui est quand même vachement plus claire. Je me permets de couper la vidéo ici pour vous dire déjà 2 choses. Déjà, première chose, bravo d'être resté jusque-là. Je sais que la programmation, c'est pas facile et que ça peut faire vachement flipper quand on débute. Et la deuxième chose, c'est pour vous dire que si vous appréciez notre travail, vraiment likez, commentez, partagez. Ça nous aide énormément à faire grandir les nouvelles écoles, à faire grandir la chaîne. Et ça nous fait chaud au cœur de savoir que tout notre travail sert à des gens. Allez, on reprend. Maintenant, on va convertir les prix en float. Donc un float, c'est un nombre flottant. On appelle ça plus couramment un nombre à virgule si vous préférez, car Binance en fait nous retourne les prix sous forme de caractères, aussi nommés string en Python. Vous verrez, ça vous affichera si vous avez un problème. str, ça signifie string. Et en convertissant close en float, on pourra faire des calculs mathématiques. Parce que si par exemple 2, c'est considéré comme une chaîne de caractères, ça a la même valeur qu'une lettre. Si on fait A fois A, ça n'a pas de sens. Donc ça, c'est des fonctions de base en Python. Si ça vous semble un peu trop compliqué à comprendre, j'avais fait une vidéo justement pour comprendre les bases de Python et vous verrez ce genre de choses. Vous écrivez donc df entre crochets, entre guillemets close, égale df entre crochets, close, point astype, entre parenthèses, float. Donc nombre flottant. Maintenant, on peut retourner notre data frame contenant les données du marché. Et pour ça, on écrit return df. Cette ligne, elle va nous renvoyer le tableau final contenant les données prêtes à être utilisées pour l'analyse technique et la prise de décision. Grâce à cette partie, notre robot il connaît les prix du marché et on a rendu tout ça exploitable pour notre future prise de décision. Bon, vous vous accrochez toujours, je vous préviens, maintenant ça va se corser. Car là, va falloir comprendre quelques notions de finance, avec notamment la mise en place des indicateurs techniques. Et pour ça, on va utiliser la fonction addIndicator pour ajouter les indicateurs techniques au data frame contenant les données du marché. Je vais essayer de vous détailler chaque ligne pour vous faire comprendre leur importance dans le trading. Déjà, quand je parle d'indicateurs techniques en finance, je parle de quoi ? C'est en fait des outils d'analyse qui vont nous aider à détecter les tendances et à anticiper les retournements de notre marché. Et on va pouvoir, grâce à ça, configurer nos signaux d'achat ou de vente. Dans cette fonction, on va utiliser 2 indicateurs clés. Le RSI, qui va mesurer la force de notre marché, et le SMA, donc Simple Moving Average, qui est la moyenne mobile sur 50 périodes. Et ici, on va donc enrichir les données du marché en ajoutant ces indicateurs techniques pour prendre de meilleures décisions dans notre trading. Donc, je vous invite pour ça à écrire def add-indicator, entre parenthèses, df, 2 points, on n'oublie pas. Pour rappel, df, ça contient toujours notre data frame avec nos fameuses bougies OHLCV, donc Open, High, Low, Close, Volume. On va donc maintenant ajouter 2 nouvelles colonnes à notre data frame qui en contient 6. Pour rappel, Binance nous en retournait 12, nous on n'a utilisé que 6. Et là, on va ajouter la colonne RSI qui va nous donner la valeur
d'indicateur RSI, et MA50, la valeur moyenne mobile à 50 périodes. On aura donc un total à la fin de 8 colonnes. Et ensuite, on va indiquer que si on a un RSI supérieur à 70, on considère que le marché est en surachat et que le prix est donc trop haut et risque de baisser. Par contre, on va indiquer que si on a un RSI en dessous de 30, ça signifie qu'on a une survente et qu'en fait le prix est trop bas et qu'il y a un possible rebond. Et évidemment, ce que je vous dis là n'est pas du tout un conseil en investissement. D'autres personnes pourraient prendre d'autres stratégies. Nous, là, l'idée, c'est simplement de vous apprendre à coder un bot de trading. Donc, si vous voulez mettre d'autres indicateurs, grand bien vous fasse. J'écris donc DF, entre crochets, entre guillemets, RSI, donc notre fameux RSI, égale TA, donc indicateur technique, c'est la bibliothèque Momentum, point RSI indicator, entre parenthèses, DF, entre crochets, entre guillemets, close, virgule Windows, donc fenêtre, égale 14, entre parenthèses, point RSI, entre parenthèses, fermez la parenthèse. Alors là, je vous explique le fonctionnement. Cette partie ici, ça crée un indicateur RSI avec une période de 14 bougies. Et RSI juste là, entre parenthèses, va extraire les valeurs du RSI pour chaque bougie. Et DF RSI, ici, va ajouter une nouvelle colonne RSI à notre data frame. Je vous mets un exemple à l'écran. Donc si par exemple là, on se retrouve avec dans notre tableau un RSI à 68,1, ça signifie que le marché est proche du surachat. Et si on a un RSI à 52,4, là, on a un marché qui est équilibré. Et tout ce qui est en dessous d'un RSI de 30, on peut envisager un achat. Maintenant, on va calculer la moyenne mobile à 50 périodes, aussi nommée SMA 50, donc Simpling Moving Average, SMA, et la moyenne des 50 dernières valeurs du prix. Là, ici, ça va nous aider à identifier la tendance globale, donc haussière ou baissière, et à détecter les croisements de tendance. On écrit donc DF, entre crochets, entre guillemets, MA 50 égale ta.trend.sma indicator, entre parenthèses, DF, entre crochets, entre guillemets, close, avec une fenêtre de 50 cette fois-ci, Windows 50, point, SMA, indicator, entre parenthèses. Attention aux petites fautes de frappe. Cette partie-là va créer une moyenne mobile à 50 bougies grâce à la bibliothèque TA. Cette partie ici, SMA indicator, va extraire les valeurs de la moyenne mobile. Et enfin, DF50, hop, juste là, il rajoute une 8e colonne à notre data frame. Donc si par exemple, on a ce data frame et que nous avons un SMA au-dessus de 50, la tendance, on considère qu'elle sera haussière. Si le SMA il est en dessous de 50, la tendance est baissière. Et si le prix croise le SMA 50 à la hausse, il y a un potentiel signal d'achat. Et on va dire que si le prix croise le SMA 50 à la baisse, il y a un potentiel signal de vente. Maintenant, on écrit Return DF. Et cette ligne, elle nous permet de retourner le data frame mis à jour avec les nouvelles colonnes RSI et MA 50. Ok, maintenant on a un super data frame, c'est bien beau, mais encore faut-il les exploiter et avec les données à l'intérieur, prendre nos décisions d'achat et de vente. Donc pour faire ceci et détecter les signaux d'achat et de vente, on va utiliser la fonction getTradingSignal. Ça nous permet de détecter les opportunités d'achat ou de vente en analysant encore une fois nos indicateurs techniques utilisés précédemment. Elle va nous retourner des signaux comme buy, acheter ou sell, vendre. Et quand on est dans des phases intermédiaires, on mettra hold, ça signifie ne rien faire. On écrit donc def get trading signal entre parenthèses def last row égale def.iloc crochet 1 crochet -1 crochet -1. Cette ligne, elle va extraire la dernière ligne du data frame. C'est pour ça que j'ai mis -1. Et ça correspond, la dernière ligne, tout simplement à la bougie la plus récente. Donc si après exécution de cette ligne-là, last row, donc la dernière ligne, on obtient par exemple ceci, on pourra mettre nos conditions d'achat. Donc RSI plus petit que 30, le marché en survente. Et ici, le prix close est plus petit que la moyenne mobile.
la tendance est baissière. On écrit donc if last row, donc si la dernière colonne, entre crochets, RSI, donc la colonne RSI, est plus petite que 30, N, last ligne, last row, et la colonne close est plus petit que la last, row, entre crochets, ma 50, 2 points, retourne, buy. Retourne, buy. Par contre, elif, donc si last, la dernière colonne, la dernière ligne plutôt, de la dernière colonne RSI est supérieure à 70 et que la dernière ligne, last row, colonne, close, est supérieure à last row, masse 50, retourne, non pas buy, acheter, mais retourne, sell, donc vendre. Et si on n'est pas dans ces catégories-là, on retourne ne rien faire, retourne, hold. Donc là, vous avez compris, hein, notre robot, il achète suivant deux conditions. Si le RSI est plus petit que 30 et si on a notre moyenne mobile qui est inférieure au MA 50. Et ça pourrait signifier que notre actif, il est sous-évalué. Par contre, il va vendre quand c'est l'inverse, quand le RSI il est supérieur à 70 et que notre MA 50 est plus petit que close. Là, on est plutôt sur des indicatifs qui nous indiquent qu'on est sur un marché en surachat et qu'il y a un risque de correction. Par contre, si on est entre if et elif, là, dans ce cas-là, on considère qu'il ne se passe rien sur le marché. On est sur un marché qui est neutre, donc on ne va pas prendre de décision et on va tout simplement rien faire. Évidemment, ici, on est sur une stratégie ultra basique. Moi, je ne suis pas du tout analyste financier, hein, ce n'est pas du tout mon boulot. C'est pour ça que tout ça n'est pas du tout un conseil en investissement. Mais vous pouvez coder vos propres signaux d'achat pour mettre en place des stratégies potentiellement plus complexes. Certains peuvent s'amuser à ajouter d'autres options, je ne sais pas, par exemple des stop loss ou des take profit. Bon, maintenant je vous le dis, vous avez fait le plus dur parce qu'en fait notre stratégie de trading, c'est ici que ça se passe, c'est vraiment le cœur de notre bot. Maintenant qu'on a tous les indicateurs techniques, qu'on a défini notre stratégie, faut tout simplement passer à la caisse et mettre en place notre système d'achat et de vente de Bitcoin. Donc, je résume grossièrement, mais désormais, il suffit d'appliquer le résultat de notre stratégie, notamment en achetant quand il y a écrit acheter et vendre quand il y a écrit vendre. Et pour faire tout ça, on va utiliser la fonction place by order pour nous permettre d'acheter du Bitcoin automatiquement. Et donc, on va passer un ordre sur le marché. Donc là, on va passer un ordre à effet immédiat, donc au prix actuel du marché. Et on fera ensuite la même chose pour la fonction vendre. Donc, j'écris def place by order, entre parenthèses, symbole, virgule, quantity. Donc là, on revient sur notre symbole et notre quantité de Bitcoin qu'on va vouloir acheter. 2 points. Try, donc on va tenter de passer un ordre sur le marché. 2 points. Order égale client.order tiré du bas market by, entre parenthèses, symbole égale symbole, virgule, quantity égale quantity. Et ensuite, on va faire print, donc afficher, print, et là on affiche notre ménage, achat exécuté, vous allez devenir riche, lol, avec un montant de, et là entre crochets, avec un montant de order. Comme ça, ça nous afficher notre ordre. Très bien. Et là, on fait exactement la même chose. Donc, je peux copier-coller. Par contre, je vais mettre un except, donc une exception. Except, exception, as, deux points, print. Donc, s'il y a un problème, j'affiche, print, j'affiche, oulala, vous avez
un problème. Voici le souci. 2 points. Entre crochets. E. Là, pour une raison X ou Y, si Binance refuse l'ordre, ça peut arriver, le bot, il va pas planter, c'est quand même bien pratique, et il va afficher le type d'erreur. Ce qui arrive souvent, c'est par exemple insuffice balance, c'est que vous n'avez pas assez d'euros sur votre compte pour acheter des crypto-monnaies. Vous pouvez avoir un valide symbole, vous essayez d'acheter, là nous on trade des bitcoins en euros, on essaye en fait de trader des dollars en bitcoin. Ça peut être la quantité de trade qui est trop petite. Voilà, c'est tout plein de problèmes comme ça. Maintenant que je vous ai appris à acheter, je vais vous apprendre à vendre. Donc je vous invite à copier-coller le bloc, c'est quasiment la même chose. Sauf que là, on va écrire place et non, au lieu de mettre buy, on va mettre vendre, donc sell. Order symbol quantity. Et là, order market, au lieu de mettre acheter, on va mettre vendre, sell. Print, vente exécutée, vous allez devenir riche avec un montant de, et là ça affiche toutes les informations. Par contre, s'il y a un problème, oulala, vous avez un problème, vous ne pouvez pas vendre, voici le souci. Ok, c'est génial, là on a presque fini notre bot, mais vous connaissez l'adage, l'argent ne dort jamais. Donc on va faire fonctionner ce dernier jour et nuit, et pour ça on va créer une boucle infinie. On écrit donc while true, try, donc on essaye, donc try, while true, try, ça nous permet de ne pas faire planter le bot en cas d'erreur. Ça nous permet de ne pas faire planter le bot en cas d'erreur. Par exemple, Binance est hors ligne, notre connexion est perdue. Au lieu de ça, on va afficher une erreur et réessayer après quelques secondes. Pour afficher un message avant chaque mise à jour, on écrit print, entre parenthèses, entre guillemets, mise à jour des données du marché. Ça nous permet de savoir quand le bot s'exécute. Ça nous permet de savoir quand le bot exécute une nouvelle analyse. Puis pour récupérer les données du marché, donc le prix, le volume, etc., il faut qu'on écrive def égale get market data, entre parenthèses, symbole, virgule, time frame, virgule, limit. Sans ces données, évidemment, le bot il peut évidemment prendre aucune décision. Puis on ajoute les indicateurs techniques, donc on avait vu tout à l'heure, df égale add indicator, entre parenthèses, df, voilà. Donc là, ça rajoute notre petit RSI pour savoir si notre marché est en surachat ou en survente, et ça ajoute notre moyenne mobile en SMA 50 pour repérer les tendances du marché. Et ensuite, on va vérifier le signal du trading. On peut donc écrire une fonction pour analyser les indicateurs et décider si le bot doit acheter ou vendre ou attendre. Donc signal égale get trade signal, entre parenthèses df. Ensuite, on va pouvoir afficher la valeur avec un print, donc print, et on va écrire ceci. Voilà. Donc l'intérêt ici, c'est de suivre l'évolution du marché en temps réel et de voir ce que le bot détecte avant de passer un ordre. Après ça, il nous suffit d'exécuter les ordres selon le signal. Donc if, donc si le signal, if signal égale, entre guillemets, buy, si le signal est égal à acheter, donc dans ce cas-là, place, tiré du bas, order, entre parenthèses, symbole, virgule, quantity. Voilà. Par contre, elif, donc si le signal il est égal à vendre, donc sell, dans ce cas-là, 2 points, place sell order, entre parenthèses, symbole, virgule, quantity. Et là, je vous rappelle que quand on a acheté notre bot, il va acheter du Bitcoin, et quand il va vendre notre Bitcoin en euros. Et quand on n'est pas dans nos deux configurations acheter ou vendre, on a hold. Et là, on fait rien, on attend la prochaine étape. Et pour ça, on écrit print, entre parenthèses, f, entre guillemets,
et on écrit ceci. Voilà. Donc 60 minutes avant la prochaine analyse. Et je mets un time to sleep. L'idée ici, c'est d'éviter de surcharger Binance avec trop de requêtes. Ça permet d'analyser les bougies au bon moment et ça donne du temps au marché pour évoluer. Je vous rappelle qu'on avait mis tout à l'heure un try pour anticiper les erreurs. Donc pour ça, on peut fermer la boucle du try et on va mettre except, exception, as e, print, entre parenthèses, f, entre guillemets, erreur générale, voici le problème, entre crochets e, ça nous affichera le type d'erreur. Time sleep, donc attendre avant de se relancer, entre parenthèses 10. Donc si jamais on a une erreur, le bot ne s'arrête pas de tourner, il affiche ce message et va réessayer dans 10 secondes. Est-ce que mon code est OK? Je vois que j'ai fait des fautes. Regardez ici, là j'ai voulu écrire print à la ligne 67. J'ai oublié le i. Voilà, non, voilà, print, comme ceci. Là, mon code est bel et bien opérationnel. Je vais rajouter mon API et on va voir dans le terminal si mon code fonctionne. Ok, je vais donc maintenant lancer mon robot. Je viens de mettre ma clé API juste au-dessus. Et quand je fais play, qu'est-ce qui se passe? Mise à jour des données, dernier prix du marché. Donc là, vous voyez, on a un RSI de 40. Donc la situation, c'est que mon robot ne fait rien. Et mon Bitcoin est actuellement 92 000 €. Et il va donc maintenant attendre 60 minutes pour faire sa prochaine analyse. Donc là, vous voyez, mon robot s'est lancé plusieurs fois, mais malheureusement, à chaque fois, je suis sur un RSI autour de 50. Donc il n'a toujours pas fait d'option d'achat. Ou de vente d'ailleurs. Bravo, vous êtes arrivé au bout de la vidéo et vous avez réussi à créer votre premier bot de trading. Vous pouvez vraiment être fier de vous. Donc je récapitule un peu ce qu'il fait. Il arrive à se connecter à Binance. Il récupère donc les données du marché. Ensuite, il va calculer des indicateurs techniques. Donc je rappelle le RSI ou le RCMA 50. Grâce à ça, il va pouvoir détecter des signaux d'achat ou de vente. Et ensuite, il va pouvoir exécuter les ordres. Évidemment, vous l'avez vu, le bot qu'on a fait, il est évidemment ultra basique et il y a plein de possibilités d'amélioration. On pourrait par exemple ajouter des stop loss, des take profit, rajouter des indicateurs plus avancés, implémenter de l'intelligence artificielle ou tout simplement faire tourner notre programme non pas directement depuis notre ordinateur mais depuis un serveur. Bref, je vous assure, on peut faire des dizaines de vidéos comme ça. En tout cas, si vous souhaitez maîtriser davantage la programmation sur Python, que ça soit comme ici pour du trading mais aussi pour tout un tas d'autres choses, je vous rappelle qu'à la Nouvelle École, on propose des formations qui sont en individuel ou en groupe pour justement devenir autonome dans vos projets en programmation. La formation elle est reconnue par l'État, certifiante, finançable et on est noté 5 étoiles par nos anciens élèves sur Google. Donc vraiment foncez soit via le lien en description, soit tout simplement en nous rendant visite ou en nous appelant. Et si jamais dans cette vidéo il y a des points où j'ai pas été très clair, les commentaires sont là pour ça, posez-moi vos questions et j'essaierai de vous répondre.